les questions électorales de manière globale, mais particulièrement la présidentielle, puisque c'est ça qui nous occupe. Et je ne vais pas bouder ce costume, puisque j'ai écrit un livre, effectivement, qui est en circulation sur le marché depuis quelques temps, et dont le feedback est intéressant. Le livre s'appelle 25 questions, réponses sur la présidentielle 2025, qui a déjà été dédicacé à Yaoundé et à Douala, et sous le contrôle de l'éditrice. Je présume que nous irons également à Garoua et peut-être à Bafoussam avant que la campagne électorale ne commence dans quelques semaines. Alors, il m'a été demandé de vous entendre en 1997, en 2004, en 2011, en 2018 et en 2025. Et tout le monde connaît le vainqueur. Le vainqueur a toujours été le président Paul Biya, le plus souvent, en dehors de l'épisode de 1992, le plus souvent c'est le score stalinien. Le score stalinien, tout le monde sait le programme qui porte le candidat au pouvoir, il est là depuis quelques temps, depuis une quarantaine d'années. Tout le monde sait son âge. Et c'est d'ailleurs cela qui rend l'élection de 2025 particulière, parce que tout le monde questionne sa longévité au pouvoir, tout le monde questionne son âge. Les gens s'intéressent moins à son programme. Je suis sûr que même le groupement des instituts culturels n'a pas, peut-être, je suppose, n'a pas mis le curseur particulièrement sur le programme du point de vue de la culture dans le programme, dans l'offre de campagne du candidat Paul Biya, qui est là depuis un temps. Et on suppose, étant en responsabilité, c'est le parti au pouvoir qui devrait monter la voie. Donc, mesdames, messieurs, lorsqu'on parle d'élection présidentielle au Cameroun, il s'agit bien de l'arène des élections dans un système démocratique, puisqu'elle consacre la dévolution du pouvoir suprême à une tierce personne qui, pour le cas du Cameroun, est appelée à présider à nos destinées pendant 7 ans. Cette limitation n'est pas universelle, puisque si on prend un pays qui nous est proche, qu'on appelle notre belle famille, là-bas, puisqu'il y a également une élection là-bas, tu vois, ce qui se tient le 25 octobre, là-bas, la durée du mandat, c'est 5 ans. Renouvelable. Mais ici, c'est 7 ans. C'est 7 ans et il faut dire donc que chaque pays définit sa manière d'organiser cette dévolution du pouvoir. Et lorsque l'élection présidentielle est le rendez-vous d'un homme avec son peuple, et nous d'ajouter donc, l'élection présidentielle est le rendez-vous d'un homme avec son peuple autour d'un programme. Parce qu'il est clair que on peut élire un candidat sur la base de déterminants qui peuvent être d'ordre émotionnel. Lorsque je parle d'ordre émotionnel, je fais ici référence à la plastique du candidat, au sourire du candidat, par exemple, à l'accouchement du candidat, à la démarche du candidat, à l'éloquence du postulant. Tout cela peut être des déterminants décisifs pour élire un candidat. Mais il demeure constant que c'est le programme qui permet de départager les différents candidats. Si on pourrait parler en termes de pourcentage sur une échelle peut-être de 10, si le côté émotionnel peut présider au choix, disons, à 20%, il reste que c'est le programme, c'est le projet de société, qu'on peut appeler le manifeste électoral, qu'on peut appeler l'offre programmatique. Donc il y a un certain nombre d'expressions, mais qui renvoient à la même chose, c'est-à-dire que qu'est-ce que le candidat propose? Qu'est-ce qu'il promet de faire lorsqu'il sera en responsabilité afin que les attentes légitimes de ses électeurs soient satisfaites. Alors, sur ce rapport, un candidat au programme bien élaboré, c'est-à-dire structuré, chiffré, séquencié, intégré et réaliste, aura de toute évidence plus de chances d'être élu qu'un autre dont le programme serait bâclé, désarticulé ou populiste. On en a sur la scène. Nous sommes à 30 jours de la prochaine élection présidentielle et on voit bien au niveau des candidats qu'il y a des lignes de démarcation qui sont déjà évidentes. Même si, comme je l'ai dit, il y a d'autres déterminants qui ne sont pas forcément, ne participent pas forcément dans la logique du programme. Il y a des déterminants d'ordre émotionnel, il y a ce qu'on appelle au Cameroun, ça je devrais l'ajouter, je n'en voulais pas l'ajouter, il y a ce qu'on appelle le vote communautaire, qui, qu'on le veuille ou non, est un déterminant important dans notre contexte et on ne saurait l'ignorer. Au Cameroun, depuis l'élection présidentielle de 1992, la première après le retour en 1990,
la culture prise au sens restreint ou au sens large, parce qu'il faut bien préciser ici qu'il y a un nombre d'arts qui ont été consacrés par l'agence compétente des Nations Unies. Le président Blaise Étoile l'a rappelé tout à l'heure. Il y en a qui pensent toujours que la culture se réduit à la musique ou au cinéma. Ils ne pensent pas à la mode, ils ne pensent pas à d'autres choses. Et ça, je pense que c'est bien que ce regroupement existe pour remettre toutes ces réalités au cœur du débat. On a donc constaté depuis cette élection de 1992 que le parent pauvre du débat public a toujours été la culture, spécifiquement en période électorale. Déjà, en période ordinaire, on peut constater que lors des débats, ce qu'on a la coutume d'appeler les débats du dimanche, la culture est rarement inscrite à l'ordre du jour des débats. Rarement. Lorsqu'on parle de culture, c'est sous l'angle des scandales. Et l'un des scandales qui revient comme un leitmotiv, c'est le droit d'auteur. C'est le droit d'auteur. Lorsque j'étais régulier sur les plateaux de télévision, lorsque j'assistais en pause d'invitation qui m'était faite, j'ai eu une ou deux fois à parler du droit d'auteur, parce que ça revenait régulièrement. Et beaucoup pensent donc qu'en réalité, la culture se limite au droit d'auteur, sous cet angle d'intrigue, sous cet angle de scandale. Or, il y a justement d'autres choses qui se font, et qui se font bien. En période électorale, particulièrement, on constate que la politique, l'économie, l'environnement et même le sport, je fais un clin d'œil à mon ami Abdourahmane, tiennent le sport et particulièrement le football, tiennent généralement la vedette. Loin devant la culture, lorsque la culture vient à être évoquée. Donc, vous allez voir, on va parler des Lions indomptables, on va parler de l'Africa Foot, on va parler de plein d'autres choses, mais rarement de la culture. Et on ne peut que s'interroger pourquoi cela, pourquoi cette situation perdure, pourquoi cette situation a tendance à s'installer. Alors, la faute revient certainement aux entrepreneurs politiques en premier, aux médias et la société civile évidemment. La société civile, quand je parle de société civile, j'intègre le groupement des artistes, le groupement des créateurs, le groupement qui s'occupent des industries culturelles et créatives, qui doivent certainement œuvrer pour imposer davantage la culture dans le débat démocratique. Évidemment, ça revient également aux citoyens, la responsabilité, parce que en temps d'élection, l'électeur, le citoyen, c'est le roi. Il y a un certain nombre de problématiques, dont la problématique culturelle. Est-ce que ça se fait? Ça se fait ailleurs, mais chez nous, je pense que c'est assez diffus. Et pourtant, la culture, le professeur Binan, dans ces dernières pages qui ont été annoncées tout à l'heure, va certainement entrer davantage sur cet aspect. La culture est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Ça, on a coutume de le dire. C'est un homme politique français qui s'appelle Édouard Herriot qui l'a dit. La culture est ce qui reste lorsque nous avons tout oublié. Un autre français, et je pense que là c'est encore plus précis et plus décisif, c'est André Malraux, que vous connaissez, qui est un écrivain, qui est un homme politique français. Il n'est plus de ce monde. Lui disait: la culture est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Donc André Malraux disait: la culture est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Ça veut dire qu'en réalité, si on néglige la culture, si on met la culture à la main, ça veut dire que nous-mêmes, on se réunit comme êtres humains. C'est à chacun de ramener donc ces réalités à notre environnement. Je m'en vais à présent parce qu'on a coutume de dire que les exemples vivants sont de notre pouvoir. Même vous allez apprécier si la culture a une place centrale ou une place périphérique dans le débat électoral actuel. Donc je m'en vais à présent prendre rapidement 3 exemples pour vous montrer à quel point la culture, à défaut d'être de l'ego second plan, est assez discrète dans le programme des candidats à la présidentielle du 12 octobre. J'aurais souhaité que Maître Akéle Mouna soit là, mais je pense que Paul Maël ne sait pas retirer avec lui son porte-parole. Alors, j'ai pris le cadre d'abord du président de l'UNDP, le candidat de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, qui a édicté déjà ses 6 priorités au cas où il est élu, au cas où il est déclaré élu à l'issue de l'élection du 12 octobre. Et vous allez voir si la culture
occupe explicitement une place centrale. Parce qu'il y a la culture explicite et également la culture implicite qui me semble plus intéressante. Alors, quelles seront les priorités de Bagari Bello s'il est déclaré élu? La résolution de la crise anglophone. Est-ce qu'il y a la culture dedans? Bon, il y a un problème de bilinguisme, un problème de... Mais ce n'est pas clair, c'est davantage politique. Le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo au Cameroun, est-ce que c'est politique? Bon, si on ramène sa dépouille, ça tombe peut être quelque part à 18 ans. Là encore, on s'éloigne davantage. L'organisation d'un vrai débat sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un vrai débat, ça veut dire que ça suppose que c'est ce qui a été fait. C'était Cameroun. La transformation de la Chambre des comptes en Cour des comptes. Là, c'est totalement l'antipode de la culture. Donc, s'il fallait lui donner une autre, je vous laisse à l'attitude de lui donner une autre sur l'intégration de la problématique culturelle dans son programme, dans ses priorités. Ça, c'est pour le cas de Bello Bramagali. Je prends le cas de Cabral Libya maintenant. Je vois Aristide Bitouga qui fait partie de sa task force, qui est là. Première priorité de Cabral Libye, l'octroi de 2 milliards francs CFA à chaque commune pour accélérer le développement local. Peut-être qu'il y a un peu de culture dedans, et quand même parce que dans la décentralisation, il y a un important volet qui concerne la culture, mais là, quand même, je dis, ce n'est pas explicite. C'est-à-dire que pourquoi on ne dirait pas, par exemple, la construction de deux centres culturels ou bien un musée à Yaoundé ou à Bamenda? Bon, ça croiserait également les attentes des hommes et des femmes de culture. Alors, autre action prioritaire, le recouvrement des fonds issus des scandales de corruption. Bon, ici Glencore, ici Covid Gate, ici Olympe Gate, ici plein de choses. Est-ce qu'il y a la culture dedans? Bon, peut-être il y a un musée sous le stade Olympe, on nous a dit qu'il y a un hôtel là-bas. Peut-être aussi il y aura un musée de ce côté-là. Et puis il parle du fédéralisme communautaire, qui est en fait le cœur même de son programme, le fédéralisme communautaire. Je pense quand même qu'il y a aussi une question de culture dedans. Il y a une question de culture dedans. Mais là aussi, on constate que la culture n'est pas pour, comme nous sommes dans un univers culturel, la culture n'est pas mise sur le présentoir, n'est pas mise à l'affiche de manière explicite. De manière explicite. Quand c'est l'économie, lui, il a dit ce qu'il va faire pendant ses 100 premiers jours. Si jamais vous décidez que c'est lui qui doit conduire nos destinées. Il entend mettre en œuvre l'audit général de l'État. Il va auditer l'État, quels sont les actifs, quelles sont les déperditions, etc. Et autres. Bon, certainement, sur les questions de droit d'auteur, il va retrouver ce qui est un peu son domaine de président, la corruption. Bon. Alors, il y aura, s'il accède au pouvoir, un programme de réforme pour l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux hôpitaux, aux routes, aux écoles et à d'autres services sociaux de base. Là, il aurait quand même pu intégrer la culture. Peut-être il aurait pu dire, par exemple, que la construction d'une salle de cinéma dans chaque région. Pourquoi il n'aurait pas dit ça? Bon, ça fait également, d'une certaine façon, lorsqu'on a défini la culture plus haut avec Malraux, avec les autres, je pense quand même qu'il aurait pu intégrer davantage la culture. Bon, il dit également qu'il va parler de la multinationalité, qu'il va adopter la multinationalité, une loi sur la multinationalité. Bon, est-ce qu'il y a la culture dedans? Bon, évidemment, ce qui revient comme une ancienne, il y aura un dialogue inclusif pour une paix durable et le renforcement de la démocratie et la gouvernance. Bon. Le candidat lui m'a pris la parole tout à l'heure. Il a fixé le cap, il dit qu'en fait, le problème c'est qu'il y a la corruption partout. Vraiment, il y a la corruption partout et puis on s'est un peu éloigné du paradigme de right man on the right place. Il estime que pour les affaires culturelles, il faut mettre les professionnels de la culture au devant. Pour les affaires médiatiques, il faut mettre les professionnels des médias au devant et autres. C'est son approche. Mais, personnellement, je reste sur ma fin par rapport à la question culturelle. La balle est donc, en fin de compte, dans le camp du groupement des acteurs des instituts culturels et créatifs du Cameroun pour
présenter et vendre son pacte aux différents candidats. À l'instar, on a déjà vécu ça au Cameroun, on connaît le cas de Hulot en France, mais au Cameroun, il y a eu un tel pacte. Ce n'est pas une colle. Bernard Djonga, père son âme, avait un pacte, avait mis en place, avait élaboré en 2011. Et est-ce que ça a prospéré? Est-ce que ça n'a pas prospéré? Mais on salue l'idée. On salue le fait que l'idée continue, que cette idée le survive et que aujourd'hui, on ne parle plus de développement agricole, on parle de culture. Et donc, on suppose que Bernard Djonga cette partie n'est pas parti avec son idée. Je vous remercie pour votre aimable attention.